J'ai dit « Waouh, elles sont trop belles, merci !» en sautant dans les bras de mon petit ami Teddy. Il était l'amour de ma vie et personne ne pouvait nous séparer. Il a répondu « De rien, Kelly. Je ferai tout pour toi, mon amour. » tout en me serrant fort. Je n'ai jamais été autant amoureuse. Bon, je n'avais que 17 ans, mais je ne pensais pas être capable d'aimer quelqu'un d'autre autant. Je savais tout sur lui, sa couleur préférée, sa nourriture, son endroit, ses choses préférées, ce qu'il portait pour dormir, ce qu'il mangeait au petit déjeuner. Je pourrais continuer encore loin. Malgré qu'il vienne d'une famille pauvre, et il a toujours trouvé le moyen de me surprendre avec de beaux cadeaux. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos superbes histoires. Mes parents détestaient Teddy. Ils étaient riches et ils pensaient que je devais être avec quelqu'un de mon rang social. Mais pourquoi aimer quelqu'un devrait dépendre de combien d'argent ils ont? J'ai toujours pensé que la personnalité était plus importante. Et Teddy en avait une très bonne. Ou du moins, il était parfait pour moi. Mais la première fois que je l'ai ramené à la maison pour dîner, ils n'ont pas aimé et ils n'ont pas arrêté de faire des remarques déplacées. J'étais tellement embarrassée. Même s'ils étaient riches, je n'ai jamais été gâtée. Et ils m'ont toujours dit de travailler dur pour avoir ce que je voulais. Je faisais 2 boulots et j'ai payé pour finir mes études. J'ai choisi de le faire en ligne car je ne voulais pas être trop loin de Teddy. En tout cas, mon 18e anniversaire approchait à grands pas et j'étais assez excitée. J'ai prévu de sortir dîner avec Teddy, rien de sophistiqué, mais ce jour-là, mes parents m'ont totalement surpris. Quand je me suis réveillée, la maison était décorée de ballons et de bannières avec écrit « Bon anniversaire, Kelly !» J'ai trouvé ça un peu bizarre car mes parents n'étaient pas dépensiers. Quand je suis arrivée dans le salon pour manger, mes parents étaient assis là. Ma mère a dit « Bon anniversaire, ma puce. On a une très belle surprise pour toi. » Et mon père a ajouté en me passant une grande enveloppe bleue. « Tu vas adorer. » J'ai répondu en ouvrant l'enveloppe. D'accord. Il y avait plusieurs documents, mais je n'étais pas vraiment d'humeur à lire. J'ai demandé « C'est quoi ?» Mon père a dit d'un ton joyeux « C'est un titre de propriété. On t'a acheté une île. » Je pensais qu'il allait exploser. « On t'a acheté une île !» Je me suis mise à rire et j'ai dit « Une île ? Vous avez refusé de m'acheter un téléphone l'année dernière. Et je suis censée croire ça ?» C'est une plaisanterie. Ma mère a dit « Non, pas du tout. On t'a aussi transféré 500 000 $ sur ton compte en banque. On a admis que tu travaillais dur, même si tu n'avais pas vraiment à le faire. On a cru bon de t'enseigner tout ce que tu avais besoin de savoir sur la responsabilité. Donc maintenant, on est prêt à partager notre petite, ou pas petite, fortune avec toi. Maintenant, tu es légalement une adulte. Pense-y comme un investissement pour ton futur. » Cette fois, j'ai regardé en détail les documents et j'ai compris qu'ils ne mentaient pas. Je me suis dit « Oh, c'est fou !» Ma mère a dit en souriant. Cette petite île est située dans le Pacifique. On a déjà acheté les billets d'avion pour que vous puissiez vous amuser un moment, toi et Teddy. Il y a une maison sur le front de mer dans laquelle tu peux rester. Dès que tu arrives, quelqu'un te montrera le chemin. J'ai dit « Tu as acheté des billets pour moi et Teddy ? Je pensais que tu le détestais. Je ne savais même pas que vous aviez autant d'argent. Je suis perdue. » Ils ont répondu « Ne pense pas trop. Va faire tes valises et dis à Teddy de faire de même. Tu partiras demain soir. » J'ai couru dans ma chambre et j'ai appelé Teddy pour lui dire. Il a alors dit « Une île ? T'es sérieuse ? Qu'est-ce que tu vas faire sur une île ?» J'ai répondu « Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais faire construire un hôtel ou quelque chose du genre, ou je le revendrai pour faire autre chose. » Je ne sais pas. En tout cas, mes parents nous ont déjà acheté les billets d'avion. On part demain soir. Il a dit « Waouh, c'est super !» On a passé la journée à nous préparer pour le voyage. On a acheté quelques trucs qu'on pensait avoir besoin et on a tout rangé dans des petites valises car on détestait transporter trop de choses. Le lendemain, j'ai eu du mal à contenir ma joie. J'avais l'impression de rêver. Mes parents ne m'avaient pas simplement offert le meilleur cadeau possible, mais je partais aussi en voyage avec mon adorable petit ami. On allait partager la même chambre, le même lit et passer la plupart du temps ensemble pendant des jours. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Le trajet en avion et les escales ont pris une éternité, puis nous sommes arrivés sur une grande île et on a dû prendre le ferry jusqu'à l'île qui était mienne. Nous sommes arrivés en milieu de journée. Un homme bien habillé nous attendait là où le ferry s'est amarré. Il a pris nos sacs et nous a demandé de le suivre. Il a dit « Vos parents m'ont embauché, moi et 2 autres personnes, pour prendre soin de vous pendant vos vacances ici.
Nous avons marché environ 5 minutes jusqu'à arriver à la grande maison en bord de mer. Je me suis exclamée « Waouh, mes parents m'avaient dit que c'était petit !» C'est une superbe maison et elle est toute à vous. Vous avez une piscine, un bar, un jacuzzi et plein d'autres choses que vous pouvez imaginer. J'aurais aimé rester ici tout le temps, a dit Benjamin en rigolant. Le cadeau de mes parents devenait de mieux en mieux. C'était surréaliste. Nos premiers jours sur l'île étaient plus que parfaits. Je me réveillais dans les bras de Teddy tous les jours. Puis on profitait du petit déjeuner fait spécialement pour nous. Après ça, on allait à la plage, nager, faire de la plongée, puis on faisait un pique-nique sur le sable. Une fois de retour à la maison, un repas en 3 parties était déjà prêt pour nous et on passait notre temps à rien faire le reste de la journée. C'était tout ce dont j'avais besoin. Puis un jour, on en a eu marre de cette routine. J'ai dit à Teddy, pourquoi ne pas aller explorer l'île un peu ? Je ne sais pas à quoi ressemble la plus grande partie de cette île. Il a alors dit « D'accord, allons marcher ». On s'est préparé et on a commencé à explorer. Être entouré par autant de verre était apaisant. Les plantes et les arbres semblaient si frais et totalement différents de ce que j'avais l'habitude de voir en ville. On a marché plus profondément vers l'intérieur de l'île et loin de la mer. La température a changé et l'air est devenu plus humide. Je me suis assise un moment pour reprendre mon souffle. Teddy m'a dit en me tendant une barre de granola « Tiens, de quoi grignoter, mon amour ?» J'ai répondu « Merci ». Quand j'ai levé ma tête pour prendre la barre, j'ai vu une ombre courir derrière lui. J'ai dit en reprenant ma respiration « Je crois qu'il y a quelqu'un ici !» Je me suis levée et j'ai marché vers où j'avais vu l'ombre. Je lui ai chuchoté « Oh merde, Teddy, regarde, il y a un village ici !» Tout en regardant de stupeur, on était en haut d'une petite colline en train de regarder vers le bas. En dessous, il y avait environ 15 petites huttes et plusieurs hommes, femmes et enfants. Ils étaient habillés différemment de nous et ils semblaient tous heureux. Teddy a dit « Rentrons, avant que quelqu'un ne nous... On ne sait pas de quoi ils sont capables. » J'ai accepté et nous avons marché rapidement vers la maison du bord de mer. Après un dîner exquis ce soir-là, moi et Teddy, nous sommes assis sur le balcon pour regarder les étoiles. J'ai dit « Comment je peux avoir une île s'il y a déjà des gens qui habitent ici ?» Mes parents ont oublié d'en parler. Je ne pense pas que ce soit normal. On est finalement allé au lit, car on était fatigués de cette journée riche en émotions. Alors que j'étais en train de m'endormir, j'ai entendu un bruit de crash. J'ai bondi. « Teddy, réveille-toi! C'était quoi ?» Il a dit en grognant « Quoi ?» Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer, car à ce moment-là, la porte de notre chambre s'est ouverte et 3 grands hommes sont entrés. Ils ressemblaient à des natifs, comme ceux qu'on avait vus plus tôt. J'étais morte de trouille. Ils se sont rapidement rapprochés de nous. Ils nous ont attachés les mains et les jambes, puis nous ont pris dans leurs bras. « À l'aide! À l'aide! Arrêtez !» On a crié, mais personne ne nous entendait. Pas même les domestiques qui devaient être au rez-de-chaussée en train de dormir. Je n'arrivais pas à comprendre comment tout ce raffut ne les avait pas réveillés. Ils nous ont sortis de la maison et ils ont marché à travers la végétation jusqu'au village qu'on avait vu plus tôt. On a été emmenés dans l'une des petites huttes et puis ils nous ont jetés au sol. « Pourquoi vous nous avez emmenés ici? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Laissez-nous partir !» a dit Teddy tout en tremblant. Ils nous ont répondu, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils ont dit. J'ai continué à leur demander de nous laisser partir et finalement, ils nous ont bâillonnés pour qu'on ne fasse plus de bruit. Tout ce que je pouvais faire était de pleurer. J'avais si peur. Ils nous ont laissés là pendant 3 jours. Ils nous enlevaient parfois le bâillon de la bouche pour nous forcer à manger des fruits et de boire. Puis pendant la 3e nuit, j'ai entendu quelqu'un parler français loin de moi. La voix s'est approchée de plus en plus et j'ai remarqué que c'était Benjamin. Il était en train de parler au téléphone. Il a regardé à l'intérieur alors qu'on faisait semblant de dormir. Il a dit « Que voulez-vous dire par seulement le garçon ? On a attrapé les 2. Ouais, on a prévu de le tuer. Oui, monsieur Adams, on fera en sorte que votre fille ne soit pas blessée et qu'elle soit séparée de ce garçon pour toujours. Oui. 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 D'accord. » Ce qui a dit m'a retourné l'estomac. Est-ce que c'était le plan de mes parents pour se débarrasser de Teddy? Comment pouvait-il me faire ça? Teddy semblait sur le point de pleurer. On devait trouver un moyen de s'enfuir, et je savais qu'on pensait à la même chose, mais on n'avait aucune idée de comment faire. Quand les bruits se sont arrêtés à l'extérieur, j'ai commencé à réfléchir. La seule chose qu'il y avait, c'était une lampe avec sa flamme qui s'affaiblissait. Ce que je devais faire est devenu clair. Je devais trouver le moyen d'utiliser sa flamme pour brûler le milieu de la corde qui tenait mes mains attachées ensemble. J'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises et Teddy me regardait comme si j'étais folle, mais j'ai réussi à me défaire sans trop me brûler. Je me suis libérée, puis j'ai libéré Teddy. J'ai murmuré « Allons-y ». On s'est levé et on a couru. Une fois arrivé à la maison, il faisait nuit noire. Teddy a crié « Vite, prends ton téléphone et faisons un direct live. Disons à nos followers tout ce qui se passe et demandons-leur de contacter la police. Si on n'arrive pas à s'enfuir, ils doivent au moins savoir où nous chercher. » J'ai pris mon téléphone et j'ai fait ce qu'il a dit. Puis on a préparé nos valises et on est sortis se cacher jusqu'au lever du soleil.
Après, on est allé à l'endroit où le ferry nous avait déposés à l'arrivée sur l'île. Il n'y avait rien là-bas. J'ai alors demandé « Comment va-t-on faire pour aller sur l'île avec l'aéroport ?» Il a alors dit en pointant son doigt vers un petit bateau de pêcheurs « Regarde là-bas !» Il semblait y avoir un petit moteur attaché. Il a dit « Je vais voir sur mon téléphone pour trouver les bonnes coordonnées. Viens, on y va. » Je n'ai jamais fait ça avant, mais on n'a pas le choix. Je tombais de plus en plus amoureuse de lui. J'ai alors dit « Teddy, tu es génial. » Après cette rentrée, je veux t'épouser. Il m'a souri et nous nous sommes échappés sur ce bateau. On est arrivé sur l'île en toute sécurité et on est allé directement à l'aéroport. On a pu acheter les billets et on a attendu l'après-midi pour prendre l'avion. C'était une longue attente, mais j'étais reconnaissante d'être avec Teddy et qu'on soit toujours en vie. Une fois de retour, il y avait des milliers de personnes qui nous attendaient et plusieurs journalistes ont essayé de nous interviewer. Apparemment, notre live a fait le buzz et tout le monde était inquiet de notre sécurité. J'ai pris la main de Teddy, mais il l'a rapidement relâchée. Je me demande pourquoi. Tout à coup, une magnifique fille a sauté de nulle part, droit dans ses bras. « Teddy, tu m'as tellement manqué. J'étais si inquiète. » Il l'a serré fort et lui a dit « Je ne te quitterai plus jamais. » Puis ils se sont embrassés. Je me suis presque évanouie. J'ai couru hors de l'aéroport et j'ai pris un taxi jusqu'à la maison. J'ai découvert plus tard qu'il était fiancé avec cette fille avant même qu'il me connaisse. Il m'utilisait que pour l'argent et le pire, c'est qu'il n'a jamais essayé de me contacter pour s'excuser. J'ai tout de suite regretté ma décision qui a conduit mes parents à être arrêtés. Ils ont vu droit dans son jeu et ils voulaient simplement que je sois avec une meilleure personne. J'aurais dû le quitter sur l'île, qui n'a jamais été la mienne. Je me suis sentie trahie par tout le monde. Moi et mon frère Tom avons toujours été proches. On faisait tout ensemble. En grandissant, on ne s'est jamais séparés. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais à choisir entre sauver sa vie ou celle de ma petite amie. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos folles histoires. On a grandi dans une petite ville. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans notre quartier. L'école locale n'avait que 50 étudiants. Je pense que c'est la raison pour laquelle moi et mon frère Tom avons passé tout notre temps ensemble. On n'était pas seulement des frères, on était les meilleurs amis. Tom n'avait qu'1 an de plus que moi. Il prenait toujours soin de moi. Une fois, on jouait près de la crique quand j'ai glissé et je suis tombé dans l'eau. Tom a immédiatement sauté pour me sauver et me ramener sur la terre ferme. Je savais qu'il serait toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Ma mère était parfois ennuyée que ma chambre soit en bordel. Elle me disait de rester à la maison pour ranger. Tom restait là à me regarder en disant « Ça va aller, je vais t'aider à ranger, comme ça on pourra aller jouer ensemble. » Tom m'a beaucoup manqué quand il a commencé l'école. Je passais toute la journée à demander à ma mère quand est-ce que Tom rentrait. Ma mère se mettait à rire et elle disait « T'inquiète pas, ça va bientôt être ton tour d'aller à l'école. » Mon premier jour d'école, je marchais tout excité à côté de Tom. Je n'étais pas nerveux du tout. Tom allait s'occuper de moi. Il m'a montré où était ma classe et m'a dit qu'il m'attendait pour le déjeuner. On ne s'est jamais battu ou disputé. Les amis de mes parents pensaient que notre relation était une très bonne chose. On a rejoint ensemble l'équipe de football de l'école. J'étais si fier de Tom quand il marquait un point. Quand j'ai reçu le trophée du joueur de l'année, Tom était celui qui criait et m'encourageait le plus. Je pensais qu'on allait toujours être proches comme ça. Je ne pouvais pas imaginer que quelque chose ou quelqu'un se mettrait entre nous. Quand on a commencé à aller au lycée, on a tous les deux commencé à avoir des rencarts. On se disait quelle fille nous attirait. On essayait toujours de s'entraider pour avoir la fille de nos rêves. Un samedi, en plein milieu de l'été, on était tous les deux assis dans le jardin en train de profiter du soleil. On attendait d'aller à une fête ce soir-là, quand tout à coup, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai dit à Tom, je ne me sens pas très bien. Tom m'a regardé l'air inquiet. Il a dit, tu as l'air mal en point. Il mit sa main sur mon front. Tu as aussi de la fièvre? Je suis allé me coucher dans ma chambre. J'ai dit à Tom qu'il devra aller seul à la fête. Au début, Tom a dit qu'il allait rester à la maison avec moi, mais je lui ai dit de ne pas faire l'idiot. Il devrait y aller et s'amuser. Quand Tom est rentré de la fête, je me sentais déjà bien mieux. Il est venu en souriant. C'est la première fois que je le voyais si heureux. J'ai dit, on dirait que tu t'es bien amusé. Il a alors dit, j'ai rencontré la fille de mes rêves. J'ai répondu, génial. Il a continué en me disant qu'il l'avait vue de l'autre côté de la pièce. Il ne lui a pas encore parlé, mais il m'a dit qu'elle était magnifique et qu'il allait lui demander de sortir avec lui. J'étais très content pour lui. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai ouvert les rideaux. C'était un très beau jour et je savais exactement ce qu'on pouvait faire. On devrait aller à la plage. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai trouvé ma mère assise en train de préparer le petit déjeuner. Je lui ai demandé « Où est Tom ?»
Elle m'a répondu « Oh, il ne se sent pas très bien. Je pense qu'il a la même chose que tu avais hier. » Elle a ajouté « Ça va aller. Sors jouer avec tes amis. » Je me suis préparé et je suis parti voir mes amis à la plage. Il faisait très chaud et j'étais impatient de sauter à l'eau. J'ai couru sur le sable, je pouvais voir mes amis qui étaient déjà dans l'eau. J'ai enlevé mon t-shirt et j'ai couru dans l'eau. C'est à ce moment que je l'ai vue. J'ai demandé à mon ami Rob « Qui est cette fille ?» Rob a dit « Elle s'appelle Sophie. » Je me suis approché de Sophie, je lui ai souri et je me suis présenté. J'ai dit « Salut, je suis Andy. »« Salut Andy » a-t-elle dit timidement. J'avais l'impression d'être au paradis. Je me sentais voler et mon cœur battait la chamade. Elle était si belle. Je n'ai pas attendu longtemps et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je ne pouvais pas y croire quand elle a dit oui. On a passé le reste de la journée ensemble. Au moment de rentrer, je ne voulais pas la quitter. J'ai dit « Tu devrais venir à la maison, je veux te présenter mon frère. » Une fois à la maison, je l'ai emmené dans le salon. Je lui ai dit « Attends, je reviens. » Je suis allé voir Tom, je l'ai trouvé assis devant son ordinateur. Je lui ai dit « Viens voir ma petite amie. » Tom m'a regardé surpris, puis il m'a suivi. Alors qu'on entrait dans le salon, j'ai vu le visage de Tom changer. Pourquoi semblait-il si en colère? J'ai dit « Je te présente Sophie. » Tom lui a dit « Je t'ai vu hier à la fête. » C'est à ce moment que j'ai réalisé que Sophie était la fille qui avait attiré l'œil de Tom la veille. Mais elle sortait maintenant avec moi. Je me sentais mal pour Tom, mais j'aimais beaucoup trop Sophie pour la laisser. Tom a couru hors de la maison. Après ça, on ne passait plus beaucoup de temps ensemble. J'étais tout le temps avec Sophie et Tom traînait avec ses amis. Ça me manquait de traîner avec Tom, mais il ne pouvait pas me pardonner de lui avoir pris la fille de ses rêves. J'ai terminé l'école et j'ai commencé à travailler dans un laboratoire de recherche. J'adorais mon boulot. C'était tellement intéressant d'essayer de trouver un traitement pour de nombreuses maladies. Un soir, je suis rentré du travail et j'ai allumé la télé. Le journaliste parlait d'un nouveau virus qui se répandait. Il était mortel et n'avait encore aucun traitement. Je pensais à ce que j'avais entendu quand ma mère est entrée et m'a regardé avec tristesse. Elle a dit « Tom a attrapé le virus ». Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai dit « Je vais trouver un traitement ». J'étais sur le point de retourner au laboratoire quand mon téléphone a sonné. C'était le père de Sophie. Il a alors dit « J'ai une mauvaise nouvelle. Sophie a attrapé le virus ». Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. D'abord mon frère et maintenant ma petite amie. Je savais que c'était à moi de trouver un traitement. J'ai couru au travail. Mes collègues étaient déjà là-bas. Regardant dans les microscopes et testant différents médicaments, ils secouaient leur tête alors que j'entrais. On a passé toute la nuit et les jours suivants à tester et vérifier beaucoup de choses. On a essayé tout ce qu'on avait pensé. Rien n'a marché. On savait que le temps était limité pour Tom et Sophie. J'ai dit, c'est pas possible. On ne va jamais trouver un traitement à temps. Le chef du laboratoire a dit, il y a une chance. Le seul traitement connu pour ce virus vient d'un cristal spécial qui appartient à un vieil homme dans un village isolé en Chine. Je savais ce que j'avais à faire. Je me suis porté volontaire pour aller en Chine. J'allais trouver cet homme qui avait le cristal pour le ramener ici. Je suis allé immédiatement à l'aéroport et j'ai pris le vol suivant en direction de la Chine. Une fois arrivé là-bas, j'étais très fatigué mais je n'avais pas le temps de me reposer. J'ai sauté dans le bus et je suis parti en direction du village là où le vieil homme habitait. Alors que le bus traversait les routes sinueuses, j'ai regardé à travers la fenêtre. Tout était si différent de la maison. J'avais un peu peur, mais je devais continuer la route. Finalement, le bus s'est arrêté devant un vieux marché. Je suis sorti du bus et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne. Je suis allé dans une petite boutique située à l'angle. La vendeuse ne pouvait pas parler anglais, mais j'avais le nom du vieil homme écrit sur un bout de papier. Je lui ai montré. Elle a hoché la tête, puis a pointé du doigt la route. J'ai marché dans la direction qu'elle a montrée. Une fois au bout de la route, j'ai vu une petite cabane en bois. J'ai frappé à la porte. Quelques secondes après, la porte s'est ouverte et le vieil homme se trouvait devant mes yeux. Il n'avait que très peu de dents et on dirait qu'il ne pouvait pas bien voir non plus. Je lui ai montré le morceau de papier et il a souri. J'ai dit « Monsieur, j'ai besoin du cristal ». Il m'a fait signe de rentrer chez lui. J'ai attendu pendant qu'il est allé dans une autre pièce. Quand il est revenu, il tenait une petite bouteille qui contenait le cristal. C'était un cristal bleu étincelant assez étrange. Il me l'a donné et c'est tout. C'était le remède pour le virus. Ça allait sauver les vies de Tom et de Sophie. J'ai mis la bouteille en sécurité dans ma poche, je l'ai remercié. Puis j'ai couru rapidement au marché pour prendre le bus et retourner à l'aéroport. Quand j'ai atterri, je suis parti directement en direction de l'hôpital. À ce moment-là, Tom et Sophie étaient en soins intensifs. Il n'y avait pas de temps à perdre.
J'ai trouvé leur docteur et je lui ai dit avoir le remède pour les sauver. Il m'a regardé et a dit « Qui voulez-vous sauver ?» J'ai demandé « Que voulez-vous dire? Je vais les sauver tous les deux. » Il a répondu « Mais ce cristal n'est suffisant que pour sauver une seule personne. Vous devez choisir entre sauver Tom ou Sophie. » Je ne pouvais pas le croire. Comment quelqu'un peut choisir entre son frère et l'amour de sa vie? J'ai essayé de penser à ce que Tom m'aurait dit. Il dirait certainement de sauver Sophie. Mais alors, si je demandais à Sophie, qu'est-ce qu'elle dirait? Je pouvais imaginer sa réponse. Elle dirait « Sauve ton frère ». Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Je ne pouvais pas prendre de décision, je devais régler ça en jetant une pièce et laisser la destinée décider pour moi. J'ai sorti une pièce de ma poche, je l'ai regardée et j'ai dit « Face, je sauve Tom, pile, je sauve Sophie ». Mon cœur battait la chamade alors que j'envoyais la pièce en l'air. Elle s'est envolée au-dessus de moi en tournant avant de retomber devant mes yeux. J'ai mis ma main pour la rattraper, mais je l'ai ratée et je l'ai envoyée valser. La pièce a roulé sur le sol, puis sous une armoire. Je devais voir ce que la pièce avait choisi. Je me suis baissé au niveau du sol et j'ai essayé de passer la main sous le placard. Je pouvais voir la pièce, mais je ne pouvais pas l'atteindre. J'ai cherché dans la salle s'il y avait quelque chose pour passer sous le placard. Il y avait un balai dans le coin. Je l'ai pris et j'étais sur le point de le passer près de la pièce quand mon téléphone s'est mis à sonner. Le bruit m'a d'abord surpris. J'ai attrapé mon téléphone. C'était le chef du laboratoire qui m'appelait. Il a dit « Tu as utilisé le cristal ?» J'ai répondu « Non, je suis encore en train de décider qui sauver. » Il a répondu « Super, tu n'as pas à choisir. » Il m'a dit que pendant que j'étais en Chine pour chercher le cristal, mes collègues étaient en train de faire quelques recherches. Ils avaient découvert que la moitié du cristal suffisait pour sauver une personne. J'ai sauté de joie. J'ai assez de cristal ici pour sauver Tom et Sophie. J'ai couru vers le docteur en lui donnant la bonne nouvelle. Je lui ai dit tout content, on peut les sauver tous les deux. Le docteur a pris la poudre et a ordonné aux infirmières de donner la moitié à Tom et l'autre moitié à Sophie. Je me suis assis à l'extérieur, dans la salle d'attente, en attendant quelques bonnes nouvelles. J'avais l'impression d'être là pendant des heures quand finalement le docteur est sorti. Il m'a regardé en souriant. Il a dit « Vous pouvez aller voir votre frère et votre petit ami maintenant. Ils sont tous les deux hors de danger. » Je suis entré dans la pièce et j'ai vu Tom et Sophie assis sur le lit en train de discuter. À ce moment, je me suis dit que tout allait bien se passer. On m'a toujours demandé si c'était bizarre d'être orphelin. Si mes parents me manquaient, mais ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que j'ai perdu mes parents quand j'avais 3 ans. Je n'avais quasiment aucun souvenir d'eux. Mon premier souvenir est celui de quand je tenais la main d'une personne en entrant dans l'orphelinat où j'ai passé mon enfance et une partie de mon adolescence. Salut, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On apprécie le geste. L'orphelinat était assez terne. Ma journée quotidienne était assez répétitive. Je me réveillais, me lavais, prenais le petit déjeuner tout seul dans la salle à manger et puis j'allais à l'école. Le petit déjeuner et le repas du midi étaient des corvées. Aucun garçon de mon dortoir ne me parlait et s'il le faisait, c'était pour se moquer de moi. « Mange, Skelly !» il disait en mettant le reste dans mon plateau. Il se moquait de moi car j'étais maigre, en disant que je ressemblais à un squelette. Ce n'est pas mieux à l'école. Je suis allé dans une école publique assez mauvaise, car c'était gratuit. Je devais me pincer pour m'empêcher de m'endormir, car les profs semblaient détester leur boulot et nous enseignaient qu'en lisant les diaporamas. Je savais déjà tout ce qu'ils nous disaient, car j'ai appris tout seul en autodidacte, car je savais que mes profs étaient inutiles. « Tu as triché à ton dernier test, n'est-ce pas ?» m'a demandé une fois mon prof d'histoire. « Tous les autres ont raté le test, et toi, tu as eu une note parfaite. Admets que tu as triché. » Il savait que sa façon d'enseigner était mauvaise, si mauvaise qu'il était surpris quand j'avais de bonnes notes. « Monsieur, j'ai appris tout seul. Je savais que vous enseignez mal, j'apprends donc tout seul. » J'ai répondu. Et ça, bien sûr, ça m'a valu une heure de colle. Mais les heures de colle se passaient dans la bibliothèque de l'école, là où je passais déjà la plupart de mon temps, même si elle n'était pas aussi bien que la bibliothèque de la ville. C'était là-bas que j'allais tous les jours après les cours pour étudier. C'était un paradis pour moi. Je pouvais presque entendre les anges chanter et les harpes jouer à chaque fois que je franchissais ces portes. Un jour, en entrant à l'orphelinat, après être allé à la bibliothèque, j'ai pris un tas de livres, une pile si grande que je pouvais à peine voir au-dessus. J'ai heurté quelqu'un alors que je pensais arriver devant la porte. J'ai baissé mes livres et je me suis immédiatement excusé. C'était un homme avec une veste sombre et des lunettes de soleil. Il les a enlevées pour mieux me voir. Il avait un sourire charismatique. La femme, qui me semble-t-il était sa femme,
est sorti de derrière lui. On aurait dit un couple que l'on voit dans les films. « Ça va, petit ?» a dit l'homme après m'être excusé. Ils étaient en train de sonner à la porte, mais personne ne répondait. Je voulais aussi aller à l'intérieur et mettre les livres dans ma chambre. « Ne dites rien à personne ou j'aurai des problèmes. » Je leur ai dit, avant d'utiliser l'astuce que j'utilisais tout le temps pour ouvrir la porte d'entrée. J'ai mis une trombone dans la ceinture et je l'ai secouée, tout en tapant légèrement la porte du pied. La porte s'est ouverte. « Ce sera notre secret », a dit la femme en souriant. « Comment tu t'appelles ?» Elle m'a demandé. « Je m'appelle Denis », j'ai répondu. Puis je suis rentré dans le bâtiment et j'ai couru vers mon dortoir. Je n'allais pas remettre mes espoirs entre leurs mains. Ils voulaient probablement adopter un bébé comme les autres. Je ne pensais pas avoir tort. J'étais en train de dévorer un des livres que j'avais pris dans la porte quand la porte s'est ouverte. J'ai immédiatement été irrité de voir Jerry, une des personnes qui travaillait à l'orphelinat. « Denis, on te demande en bas. Il y a un couple qui veut te rencontrer. » Il a dit. C'était la dernière chose que j'attendais sortir de sa bouche. « Tu es sûr que c'est pour moi ? Ça doit être Denis S ou Denis W. » J'ai répondu car je ne le croyais pas. « Ils veulent Denis avec les livres, ils ont dit. Alors ça doit être toi. » a dit Jerry énervé. « Dépêche-toi, je n'ai pas que ça à faire. » Il a ajouté. Je l'ai finalement cru et je suis descendu derrière lui. Je suis allé dans le bureau où se trouvait le directeur et j'ai vu que le couple qui voulait me voir était le même que celui que j'avais vu à l'entrée. J'étais vraiment content. Il semblait être cool. « Denis, voici monsieur et madame Crumb », a dit le directeur, avant de nous laisser faire connaissance. On a parlé une demi-heure et tout semblait naturel. Après environ 1 mois de procédure, ils m'ont ramené chez eux. J'étais très heureux. J'ai rencontré mon frère et ma sœur adoptive. Mon frère était plus jeune de quelques années et ma sœur était plus âgée. Ils ne ressemblaient pas aux Crumb, mais ils se ressemblaient entre eux. J'ai alors deviné que les Crumb avaient adopté un frère et sa sœur. J'ai commencé à aller à l'école après m'être installé dans ma nouvelle maison. C'était assez intimidant. Je ne savais pas si j'allais réussir à bien me comporter. Mais c'est super. Je recevais beaucoup de compliments. Mes profs étaient surpris de mes connaissances et que je sois moi-même en avance par rapport au programme. Ma vie à la maison était géniale. C'était vraiment super d'avoir ma propre chambre, mais quelque chose n'allait pas. Les Crumb n'étaient jamais là. Parfois, je passais des jours sans les voir. Et on se parlait à travers des mots laissés sur le frigo. J'ai demandé à ma sœur et à mon frère, Mélanie et Jasper. Mélanie était trop stressée en pensant à quoi étudier à l'université et Jasper était trop occupé à s'entraîner pour augmenter son endurance, tout ça pour savoir pourquoi les Crumb n'étaient jamais là. « Écoute Denis, on est juste content de ne pas être séparés. Beaucoup de personnes ne voulaient que moi ou que Jasper, mais les Crumb nous ont pris ensemble. Ça nous suffit, » a dit Mélanie, après l'avoir embêté un moment. Mais je voulais toujours savoir pourquoi ils n'étaient pas là. Je me suis glissé dans la chambre des Crumb un soir. La plupart du temps, ils ne dormaient pas à la maison. J'étais à couvert. J'étais en train de fouiller dans la table de chevet de M. Crumb quand la porte s'est ouverte. Je me suis baissé et j'ai roulé sur le lit. Je l'ai entendu bâiller et s'allonger sur le lit. « Toute cette route me fatigue, » a dit Madame Crumb. « Je sais, moi aussi, » a répondu M. Crumb. Ils sont restés silencieux quelques minutes et puis je les ai entendus ronfler. J'ai rampé de dessous le lit et je suis sorti en faisant semblant de me sortir de la salle de bain. Un autre jour, je me suis faufilé dans le bureau. J'ai trouvé un album photo dans le tiroir. La première photo était celle des Crumb, quand ils étaient petits. Il y avait 2 couples, probablement leurs parents. Dans la deuxième photo, ils étaient plus âgés. Ils étaient avec 3 enfants à la plage. Est-ce que ce sont leurs enfants? Je me suis demandé. Il y a plusieurs photos du même genre. Ils étaient aussi dans plusieurs maisons différentes. Comment connaissent-ils autant d'enfants? Ça semblait louche. Pourquoi voulaient-ils autant d'enfants? C'était effrayant. J'ai remis l'album à sa place et je suis parti en essayant d'oublier ce que j'avais vu. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me cachais à chaque fois que les Crumb rentraient. Quelquefois, j'ai même pris Mélanie et Jamie pour leur demander d'aller au magasin avec moi. Ils m'ignoraient à chaque fois que j'essayais de les avertir que les Crumb préparaient quelque chose. Pouvez-vous me reprocher de ne pas leur faire confiance? Il n'y avait que très peu de raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait autant d'enfants. Et aucune d'elles n'est jolie. Je craignais pour ma vie. Mais tout le monde semblait penser que j'étais fou. Je ne l'étais pas, je le jure. J'ai continué à penser à cet album. J'étais distrait devant mon casier à l'école quand quelqu'un l'a fermé en évitant de juste mes doigts. « Mec, c'est quoi ton problème ?» J'ai dit quand j'ai vu le gars qui a fait ça. Il avait mon âge, il m'a poussé et mon doigt a heurté les casiers. Les autres commençaient à regarder. « Tu m'as volé mes parents !» a dit le gars.
Mec, je ne te connais même pas de quoi tu parles, j'ai répondu. Le gars m'a porté un coup. J'ai évité son poing et j'ai frappé à mon tour. Peu après, on était au sol en se battant. Puis deux profs ont dû nous séparer avant de nous ramener dans le bureau du directeur. « Vous me décevez beaucoup », a dit le directeur. « Il m'a attaqué », je lui ai dit. « Ce n'est pas une raison pour te battre », il m'a réprimandé. J'ai croisé mes bras et me suis affalé sur la chaise. Il a appelé nos parents. Après quelques minutes, il nous a dit que lui et les deux couples avaient décidé ensemble que 2 semaines d'exclusion seraient une bonne punition. Le directeur nous a regardé partir pour que l'on se foutre pas sur la gueule, ou du moins pas dans l'enceinte de l'établissement. J'ai pris le bus pour rentrer et il a pris son vélo. Je me suis reposé au début de mon exclusion. Je profitais d'être à la maison, mais même pas 3 heures après, j'ai commencé à devenir fou. Je rate le cours de dissection, je me suis dit. J'ai commencé à réfléchir à plusieurs moyens de passer le temps. Étudier ne servait à rien, car j'étais premier dans chaque cours. Je tapais ma tête contre mon bureau en réfléchissant à ce que je pouvais faire. Quand une idée m'est venue, j'ai pris une feuille de papier et ma trousse et j'ai commencé à dessiner. Après 1 heure, j'avais un petit GPS pour suivre l'écran. Tout ce dont j'avais besoin maintenant était du matériel pour le fabriquer. Et je savais exactement où trouver ce dont j'avais besoin. Après plusieurs heures, les cours étaient finis. Je me suis habillé tout en noir et le soleil commençait à se coucher. J'allais donc pouvoir me cacher dans l'ombre. Je savais que la fenêtre du local du concierge était facile à ouvrir. Je suis donc passé par la fenêtre et j'ai trouvé les clés du bâtiment principal. J'ai rampé et j'ai évité les caméras. C'était facile, mais j'ai réussi à atteindre le laboratoire de robotique. Je devais me mettre au travail et vu que j'avais déjà tout sur le papier, j'avais juste à suivre mes propres instructions et assembler le GPS. C'était assez simple. J'ai tout mis dans mon sac et je suis sorti de l'école en ne laissant aucune preuve derrière moi. Les Crumbs m'ont donné des tâches ménagères à faire à la maison comme punition. L'une d'elles était de tondre la pelouse, ce qui me donnait l'opportunité parfaite de mettre mon GPS sous leur voiture. Bonne chance, mec, j'ai murmuré. J'avais l'impression d'être un enfant. C'était difficile de lui dire au revoir. Monsieur Crumb m'a presque pris en flag, mais j'ai eu de la chance en voyant une balle de tennis sous la voiture. J'ai alors fait semblant d'être là pour la récupérer. Une fois avoir terminé le ton de la pelouse, j'ai couru à l'étage et j'ai utilisé mon ordinateur pour activer le GPS. La position était précise. Je méritais bien des félicitations pour ça. Quand les Crumbs ont quitté la maison, j'ai suivi chacun de leurs mouvements. Ils ont roulé dans toute la ville, toute la journée. Ils ont passé pas plus d'1 heure dans chaque endroit, environ le même temps qu'ils restaient à la maison. L'ordinateur a même suivi leur position quand je dormais. Donc le lendemain matin, j'ai vu qu'ils avaient passé la moitié de la nuit à un endroit et l'autre moitié à un autre. C'était bizarre. Je pouvais deviner que ça n'avait rien à voir avec des rendez-vous d'affaires, parce qu'ils allaient dans des zones résidentielles. Pourquoi des zones résidentielles? C'était là qu'ils gardaient les enfants? Est-ce que les autres étaient enfermés au sous-sol? Et si oui, Mélanie et Jasper étions les seuls chanceux qui vivaient dans une maison? Je voulais aller voir ces maisons par moi-même, mais si je me faisais attraper? Et si j'essayais de libérer les enfants de leur cage au sous-sol et que je me retrouvais enfermé dans l'une d'entre elles? J'ai suivi leur position et j'ai vu le trajet. J'ai attendu jusqu'à ce qu'ils reviennent à la maison et pendant le dîner ce soir-là, je leur ai parlé. « Pourquoi vous n'êtes jamais là ?» j'ai demandé. « Vous n'êtes jamais avec nous ?» Je suis le seul à voir que Mélanie a des difficultés à choisir une carrière et que Jasper a sûrement l'asthme. Il ne peut pas grimper les escaliers sans avoir de problème de respiration. Je leur ai dit. Ils étaient stupéfaits. Je pouvais presque voir leur engrenage de leur cerveau qui essayait de trouver des excuses. J'ai posé mon couteau et ma fourchette et j'ai couru dans ma chambre. J'étais tellement frustré. Je me suis assis par terre pour essayer de me calmer. J'étais davantage en colère pour mon frère et ma sœur. J'étais indépendant, mais ces deux-là avaient besoin d'aide. J'ai entendu frapper légèrement à ma porte. Et puis les Crumbs sont entrés et se sont assis à côté de moi. « Il est temps qu'on te dise la vérité, » a dit Madame Crumb. « On l'a caché depuis bien trop longtemps. » Ils ont commencé à me parler de leur vie. Ils étaient les enfants de 2 familles extrêmement riches. Ils ont grandi ensemble et puis ils sont allés dans le même orphelinat. Quand leurs parents sont morts dans un accident de voiture, ils sont tombés amoureux et finalement ils ont eu accès à l'argent de leurs parents quand ils ont eu 18 ans. Ils ont décidé d'adopter autant d'enfants que possible et de prendre soin d'eux, autant qu'ils auraient aimé être traités quand ils sont devenus orphelins. « Vous n'adoptez donc pas des enfants pour les garder en cage ?» j'ai demandé. « Non, évidemment, on fait l'opposé, »
a dit Madame Crum en riant. Tout à coup, tout avait un sens. Le gars qui m'a attaqué à l'école devait avoir découvert la vérité. Il était jaloux ou quelque chose du genre. Mais tu as raison, Don. On doit passer plus de temps avec vous. Vous tous, Monsieur Crum m'a dit. On promet de trouver un moyen, a dit Madame Crum. Et ils l'ont fait. En moins d'un mois, les Crum ont acheté un immeuble. On a tous emménagé dedans. Nous tous. J'avais au moins 50 frères et sœurs. On partageait tous un appartement avec un ou deux autres. Je suis resté avec Mélanie et Jasper. Nos parents ont pris le dernier étage. Ils étaient donc très proches de nous. Le rez-de-chaussée a été transformé en salle commune où on pouvait tous se voir et passer du temps ensemble. J'ai même fait la paix avec le gars qui m'avait attaqué. On a en fait beaucoup de choses en commun. Un jour, je suis monté au dernier étage. Mes parents étaient dans le salon. Ils se sont levés pour me saluer et j'ai couru vers eux pour les prendre dans mes bras. Merci, j'ai dit. Avant de les rencontrer, j'étais seul et je n'avais aucune manière. Avec eux dans ma vie, j'ai maintenant une grande famille et un futur adieu qui m'attend.